point de vue de la comptabilité nationale officielle, du point de vue du fameux produit intérieur brut, c'est paradoxalement le naufrage du pétrolier qui fait gonfler la richesse nationale. Nos deux invités, donc le réalisateur Vincent Glenn, qui en fait n'est pas son premier film, hein, il en a fait deux autres, et l'un sur les forums économiques à Porto Alegre et à Davos. Et ça c'était en 2003, et en 2004, pas assez de volume. Note sur l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce. Et Patrick Vivray, le philosophe et ancien magistrat de la Cour des comptes et auteur de nombreux ouvrages. Donc là, je cite quelques-uns seulement. Hein. Reconsidérer la richesse, ça va très bien avec le film. Et récemment, d'ailleurs, il a écrit PIB, la richesse est ailleurs. Et ça, c'est exactement le sujet dont nous allons débattre ce soir. Que j'ai intitulé qu'est-ce que la richesse, et entre parenthèses la vraie richesse. Ensuite il a écrit Pourquoi ça ne va pas plus mal. Ça c'est un titre extraordinaire, je trouve, et le contenu est aussi extraordinaire. Il a coécrit un livre avec Edgar Morin, un de nos invités récemment, et ça s'appelle Comment vivre en temps de crise. Et le dernier en date, c'est De la convivialité, et paru à la Découverte. Ce que j'ai retenu, c'est tout de même cette phrase « Ce qui n'est pas compté finit par ne plus compter ». L'autre phrase, c'est celle de Bernard Shaw, qui dit « Les citoyens devraient être profondément émus par les statistiques ». Les motivations quand on fait un film, elles sont toujours plurielles. Elles ont... En tout cas, ce film-là, c'était... c'est lié à la rencontre avec Patrick, avec le collectif Richesse, qui donc nous invitait déjà à réfléchir sur cette thématique de d'abord qu'est-ce que ça veut dire la richesse, d'autant plus qu'un certain nombre d'instruments de mesure, et le plus connu d'entre eux, qui est le PIB, a tendance effectivement à agréger des valeurs qui peuvent être des destructions, qui peuvent être des empoisonnements, qui peuvent être des nuisances, et puis effectivement ne comptabilise pas ou ne permet pas, parce que c'est le mot en fait qui d'ailleurs, peut-être Patrick en dira un mot aussi, c'est la grande question de la reconnaissance qui est derrière ça. La plupart des rapports de force, des rapports de tension qu'il y a entre les individus, sont presque toujours des problèmes de reconnaissance déguisés. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a le sentiment de ne pas être reconnu, qu'on a le sentiment de ne pas exister, qu'à partir de là, il y a tout un tas de malaises qui s'en suivent, et on a beau être riche. Sur le plan financier, c'est pas ça qui donc, nous donne un équilibre, nous donne le sentiment d'être au monde, et d'avoir un sens, effectivement, à notre vie. Je pense que c'est ça qui m'a conduit à passer autant de temps là-dessus, c'est la dimension propositionnelle. Le fait que ce sont des gens qui s'accordent, des gens qui sont en plus classés intellectuels, qui sont quand même dans un monde universitaire, de philosophes, de sociologues, etc., et qui se passaient du temps à être ensemble et à dire, si on détermine les indicateurs, ça veut dire que nous allons nous accorder d'abord sur les priorités politiques, sur les priorités humaines, qu'on estime ensemble, subjectivement, comme étant effectivement des priorités tout court. Et à partir de ce moment-là, c'est de là qu'il va falloir déduire les instruments de mesure qui vont nous permettre de savoir dans quelle mesure on se rapproche de nos objectifs politiques. Pour ma part, j'ai assez de mal à imaginer qu'est-ce que pourrait être un indicateur de lien social. Vous dites, ce qui est important, il me semble, c'est le lien social. Donc vous définissez là un objectif politique, ou un objectif humain. Qu'est-ce que vous mettez derrière l'objectif politique de lien social? Parce que c'est seulement quand on a défini cet objectif qu'après on peut définir les indicateurs, à ma connaissance. Il existe des indicateurs dits de santé sociale, où là c'est un certain nombre de paramètres qui sont pris en compte, comme le nombre de personnes, le pourcentage de la population en prison, le pourcentage de la population qui a recours à des antidépresseurs, le pourcentage de la population qui n'a pas de couverture
sociale, le pourcentage de la population au chômage sans indemnité, etc. Il y a toute une série de paramètres qui nous permettent d'avoir une idée de comment se vit la situation par les gens qui sont les plus précaires. Jamais démarrer par la question des indicateurs. Les indicateurs, c'est des outils, parce que si on se met à faire, côté alternatif, la même erreur que ce qu'on critique et à fétichiser des nouveaux indicateurs indépendamment, justement, du débat qui commence là. C'est-à-dire, on dit c'est quoi ce qui fait le lien social, vous introduisez une nouvelle dimension très importante du lien qui est lié justement à la place, à la reconnaissance, etc. Donc c'est d'abord ça, le terreau d'échange, de délibération, où on va se poser la question justement, qu'est-ce qui fait richesse, qu'est-ce qui compte le plus pour nous, et qu'est-ce qui est le plus menaçant par rapport à ces richesses essentielles. Puis, une fois qu'on aura fait ce travail, on va dire quels sont les éléments qu'on peut partager avec d'autres. Dans quelle société souhaitons-nous vivre, hein? Eh bien, je pense quand même qu'il faut qu'il y ait un contrôle de la base sur une autorité qui serait pas seulement nationale, mais supranationale. Alors moi, qu'est-ce que vous en pensez? On est bien dans une logique où si on veut arriver à un gouvernement international, bien, il va falloir toute une série d'étapes successives où nous allons faire confiance à des individus qui vont eux-mêmes faire confiance à d'autres, etc., jusqu'à arriver à un mandat légitime d'arbitrage. Ça veut dire de notre capacité à élire des bons arbitres, à choisir des bons arbitres. Je pense que pour en arriver à un gouvernement mondial, il faut repartir de la question de la confiance et de la légitimité, et de comment nous légitimons les gens, au lieu de, je pense, cet exercice que l'on fait extrêmement fréquemment quand on est dans la société, c'est-à-dire de critiquer, de dénoncer, et de dire celui-là est mauvais, celui-là est mauvais. Quand on pose les problèmes de gouvernance mondiale, d'abord, la grande question, c'est quelle gouvernance démocratique mondiale? Parce que les formes de gouvernance mondiale, il y en a déjà, il y en aura de plus en plus, parce que comme les problèmes sont mondiaux, par exemple le problème du climat, le problème démographique, etc., donc il y a des formes de gouvernance mondiale. Le problème, c'est de savoir si on a des gouvernances autoritaires, despotiques, oligarchiques, ou de la gouvernance démocratique. Et une gouvernance démocratique, ça se construit avec de la citoyenneté. Et puis, il y a tout le mouvement démocratique actuel, né du printemps arabe, mais qui est en train de produire des effets, non seulement en Europe du Sud, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. On espère qu'en France, les choses vont aussi bouger dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut résoudre le problème du lien social par la convivialité? Quand on parle de convivialité, je pense que c'est une condition nécessaire. Parce que ce qu'on voit au sein des organisations, l'absence de convivialité, elle, est un facteur de désorganisation, voire de démobilisation, et qu'à moins d'avoir conscience de la nécessité d'inventer non seulement des modes de vie, des modes de société, et là il faut inventer, je suis complètement d'accord avec vous, il faut avoir des projets, il faut avoir des projections. Le problème qu'on a avec le capitalisme, c'est que le capitalisme s'est centré sur la notion de désir. Et que si nous, on n'est pas capable, à notre tour, d'être non seulement viable, mais en plus enviable, ça ne marche pas. Moi, ce que je trouve tout à fait passionnant dans les mouvements actuels, type Printemps arabe, Puerta del Sol, etc., c'est que ce sont, à mon avis, des mouvements révolutionnaires. Je crois qu'on est rentré dans une période au moins pré-révolutionnaire, et quand le thème général c'est « vous ne nous représentez plus », ça décrit exactement une période révolutionnaire, mais avec la mémoire des révolutions antérieures, et notamment la mémoire de la contre-productivité de ce qu'on peut appeler des révolutions dures, justement. Ces crises-là sont des crises relationnelles et des crises de reconnaissance, parce que rien n'est plus difficile chez les êtres humains que la question amoureuse. Et la façon dont on monte en qualité d'amour, et notamment en qualité de reconnaissance de l'altérité,
c'est la chose la plus passionnante, mais aussi la plus difficile. Le plus grand problème de l'être humain, c'est que ça ne va pas de soi de vivre en sachant qu'on va mourir, ça ne va pas de soi qu'être doué de conscience, parce que la conscience est séparatrice de l'univers, séparatrice d'autrui, séparatrice même de moi-même, et la façon dont on construit un vivre ensemble avec ces dialogants bizarres qui savent qu'ils vont mourir, c'est une aventure absolument passionnante, mais il faut l'identifier comme étant un enjeu difficile. À chaque fois qu'on dit ah bah tiens, on va remettre l'humain au centre, en général on dit ça en fin de réunion, en fait on présente comme une solution ce qui n'est que le début du problème. Le désir, c'est le contraire de la sidération. C'est-à-dire à une époque, qui était l'époque où on croyait que la voûte céleste était immobile et que les étoiles étaient fixes dans la voûte immobile, Sidus, qui est le nom de l'étoile en latin, donc c'était le monde sidéral, qui était un monde de l'immobilité, de l'éternité, etc. Et puis, en dessous, il y avait le monde sublunaire, sous la Lune, qui, lui, était le monde du mouvement, de la vie et de la mort. Et ce monde-là, c'était le monde de la désidération, c'était le monde du désir. Mais le désir, pour vivre la vie et le mouvement, il faut intégrer le rapport à la mort. C'est ça la loi du désir. On peut tout décréter, on peut tout gouverner, mais comment faire pour que les gens arrêtent de désirer? Une intelligence particulière et singulièrement manipulatrice du capitalisme sur la question du désir, mais qui vise à réorienter la nature du désir de façon à ce qu'il s'exprime à travers un désir, par exemple, de consommation, alors que la promesse qui est faite, en particulier par la publicité, est une promesse de développement dans l'ordre de l'être. Regardez des publicités, de quoi elles nous parlent? Elles nous parlent de promesses de bonheur, de promesses d'amour, de promesses de beauté, de promesses même de vie intérieure, de sérénité. L'organisation économique de la gestion de l'instrumentation du désir, c'est une machinerie économique absolument considérable. Le rapport entre les dépenses publicitaires annuelles par rapport aux sommes qui seraient nécessaires sur la faim, l'eau potable, les soins de base, le logement. Excusez du peu, vraiment les besoins fondamentaux de l'humanité. Ils avaient mis en évidence que rien que les dépenses publicitaires, qui pour l'essentiel tournent en rond dans les sociétés occidentales, représentaient 10 fois les sommes qui auraient été nécessaires sur les besoins vitaux de l'humanité. Cette réorientation, cet instrument du désir, comme Bernard Stiegler le dit très bien à ce moment-là, on transforme du désir en pulsion, ça a des conséquences redoutables. Le désir, précisément parce qu'il est lié à la conscience de la mort, il a une puissance énergétique infiniment plus forte que celle du besoin. Mais du coup, si le désir est mal orienté, s'il est dans l'ordre de la pulsion, et notamment de la pulsion destructrice, à ce moment-là, vous pouvez avoir Hiroshima, Nagasaki, Auschwitz, etc., etc. Est-ce que tout est mesurable en termes d'indicateurs? Est-ce qu'il faut absolument tout mesurer? Est-ce qu'il ne faut pas inventer autre chose qu'un indicateur qui fait toujours pour moi référence à ça, à la gestion? C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas compté finit par ne pas compter. Bon, mais ça pourrait être, on pourrait dire à la limite, critiquer une société qui effectivement est allée très loin dans le gestionnarisme, dans le chiffrisme, c'est-à-dire de tout convertir en chiffres. Est-ce qu'on peut imaginer une société sans chiffres? Si on en est obsédé, ce qui est le cas avec le PIB, parce que le PIB a quelque chose d'obsessionnel, il y a un véritable culte, et c'est ça le problème. Donc l'idée, c'est à la fois de se désobséder et de remettre les outils à leur place d'outils. Or, il y a énormément de choses dans la vie où les objets, où les technologies, où les instruments de mesure, où l'argent, où les entreprises sont devenus les finalités. La quantification n'est pas un outil au service de la qualification. Si la quantification, et surtout la quantification monétaire, devient une finalité en soi, on tombe dans ce que le sociologue Vincent de Goldjak appelle de la quantophrénie. En revanche,
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de quantification. L'un des pièges, justement, et là on retrouve le débat sur les mouvements révolutionnaires, c'est de penser le pouvoir en termes de prise. La question de la posture du rapport au pouvoir, elle est déterminante si on veut faire une véritable transformation démocratique, y compris après des transformations révolutionnaires. Moi je dis souvent, le verbe pouvoir, c'est un verbe qu'on écrit en minuscule, c'est un verbe auxiliaire qu'on écrit en minuscule et qui n'a de sens qu'avec des compléments. C'est un pouvoir de création et qui est démultiplié par la coopération. Si on en fait un substantif qu'on écrit en majuscule, c'est un pouvoir de conquête et à ce moment-là, le couple qui se met en place, c'est plus création-coopération, c'est domination et peur. Et ça a été le drame de tous les régimes révolutionnaires. Ils ont fait de la prise de pouvoir et ils se sont retrouvés esclaves de nouvelles formes de domination. Donc le changement de posture dans le rapport au pouvoir et le pouvoir créateur, ça passe aussi par la façon dont on fait les révolutions.